Une tragédie frappe la ville de Georgetown en Indiana. Le plan consistait à tuer Kimberly Cam. Les témoins devaient être éliminés. C'est un crime horrible, insensé et brutal. Je peux comprendre qu'on tue son conjoint, mais les parents ne tuent pas leurs enfants, à moins d'être fous furieux. Une famille est assassinée de sang-froid. Les preuves désignent le mari éploré. Serait-il coupable? Quelqu'un d'autre se trouvait sur les lieux du crime. Les experts en criminalistique auront le dernier mot. Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. Le 28 septembre 2000, la police d'État de l'Indiana reçoit un appel troublant. La voix affolée à l'autre bout du fil est bien connue de la police. Il s'agit d'un ancien agent de la police d'État. David Cam raconte que sa fille de 5 ans, Jill, son fils de 7 ans, Brad, et sa femme Kim, âgée de 35 ans, ont été assassinés. Plusieurs ex-collègues de David se présentent à sa maison, dont l'agent de police technique Jim Niemeyer. Sur place, c'était traumatisant. Les victimes étaient connues des policiers. C'était très triste. Je savais que ce serait difficile, mais j'ai pris une grande respiration. J'ai promis aux victimes qu'on ferait tout pour leur rendre justice et je me suis mis au travail. Son collègue Sam Sarkisian le rejoint. D'abord, j'ai vu du liquide s'écouler du garage. Ensuite, j'ai vu un jeune garçon étendu sur le sol. Il était allongé sur le sol. Son chandail était relevé et on voyait son ventre. Il y avait un vêtement sous lui. C'était un grand chandail de sport gris. Il était enroulé sous son épaule. J'ai ensuite vu une femme blanche. Elle était étendue près de la portière arrière d'un Bronco. Elle avait été atteinte à la tête. Elle n'avait plus son pantalon. Il se trouvait près d'elle. Elle avait encore ses sous-vêtements. Finalement, j'ai vu la petite fille. Elle se trouvait sur le siège arrière. Sa ceinture de sécurité était bouclée. Ses longs cheveux blonds cachaient son visage, mais on distinguait une coulée de sang sur sa joue. Je voyais les blessures à l'avant et à l'arrière de son cuir chevelu. Une balle très rapide, selon toute probabilité. Il y avait une paire de souliers sur le toit du Bronco. Je ne savais pas pourquoi ils se trouvaient là. Je ne savais pas si c'était la victime ou quelqu'un d'autre qui les avait placés là. Les enquêteurs pensent que Kimberly Cam a pu être victime d'une agression sexuelle. On a protégé les mains des victimes et transféré les corps dans des housses mortuaires. Elles ont été transportées au bureau du médecin légiste du Kentucky. En saupoudrant le Bronco, le sergent Niemeyer découvre l'empreinte partielle d'une main. J'ai vu des crêtes apparaître sur le montant, derrière la portière arrière. Malheureusement, il ne trouve aucune empreinte digitale. Les policiers cherchent ensuite des indices à l'intérieur du véhicule. Un projectile a été retrouvé sous le pare-brise. Un autre a été retrouvé entre les plis du siège. Et le dernier à l'arrière du Bronco. C'est probablement la balle qui a tué la petite fille.
Je cherchais l'arme car ça pouvait être des meurtres suivis d'un suicide, mais je n'ai rien trouvé et j'ai écarté cette possibilité. Les policiers cherchent le mobile du crime. Il pouvait s'agir d'un cambriolage, de la vengeance d'une épouse jalouse ou encore d'un mari jaloux. Toutes les possibilités ont traversé mon esprit. Le vol ne pouvait pas être le mobile. Le cellulaire de Kimberly était dans la voiture, tout comme son sac à main. Rien ne semblait avoir disparu. Les portes étaient verrouillées. Il n'y avait pas de traces d'effraction. On a recueilli les indices pour qu'ils soient analysés, dans l'espoir qu'ils nous révèlent ce qui s'était passé, ou nous donnent des informations sur le meurtrier. Les éléments de preuve laissent perplexe. Le fait que Kim soit en partie déshabillé, le chandail gris et les souliers sur le toit du Bronco soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. David Camm, sous le choc, erre autour de la maison. Je me suis dirigé vers lui, mais quand il m'a vu, il s'est éloigné. Il ne voulait pas me parler. Les policiers escortent David Camm jusqu'au poste. Ils espèrent qu'il pourra leur donner des informations sur les horribles événements qui pourraient les mener à l'individu qui a massacré sa famille. Les enquêteurs passent la scène du crime au peigne fin. Aucune raison ne peut justifier la mort prématurée et cruelle de cette mère et de ses 2 enfants. C'est un crime horrible, insensé et brutal. Les enquêteurs interrogent David Camm, même s'il est bouleversé. C'est leur seule piste pour résoudre les meurtres. Like a coffee? That'd be great. What are you taking it? Black. Habituellement, on éloigne la famille de la scène de crime vers un lieu plus calme et plus privé. David Camm donne ses vêtements conformément au protocole des enquêtes pour meurtre. There you are, David. Thank you. So, David, why don't you tell me what happened tonight? I was at the community center. It's about 7:30. Ce soir-là, vers 19h, il a décidé d'aller jouer au basketball au gymnase de l'église, avec des amis et des collègues. Il a quitté le gymnase. Entre 21h et 21h30. David prétend être arrivé chez lui 5 minutes plus tard pour découvrir une scène d'horreur. En arrivant, il a ouvert la porte du garage et il a vu ce qu'il croyait être sa fille sur le sol. Mais c'était sa femme. Il découvre ses enfants sur le siège arrière, couverts de sang et inertes. Puis, Brad semble remuer. Il a cru qu'il était encore en vie. David raconte aux enquêteurs qu'il s'est penché entre les 2 sièges avant pour sortir Brad du véhicule. Il l'a étendu sur le sol en glissant sous lui un chandail afin d'essayer d'arrêter l'hémorragie causée par sa blessure à l'épaule. Les tentatives désespérées de David pour réanimer son fils sont inutiles. Il est mort, tout comme sa sœur et sa mère. You have any idea who might have done this? No! Il ne savait pas qui aurait pu commettre ce crime. La maison de David Camm devient l'épicentre d'une tempête médiatique dès que la nouvelle des meurtres se répand. Ce crime gratuit en apparence terrorise la population. L'ex-policier affligé cherche ses mots pour décrire le drame. I want my family back. I want my babies back. My wife.
Worship those children. I worship the ground they walk on. Life was perfect. My life had never been so good. At home, at work, with the kids, everything. It could not have been any more perfect. L'enquêteur Sam Sarkisian n'est pas convaincu par la version de David Camm. Une scène de crime raconte toujours une histoire, et celle-ci contredit le témoignage du père. David a raconté qu'il était allé dans le véhicule pour en sortir son fils. Il a tenté de le réanimer. Il s'est déplacé dans le garage. Pourtant, il n'y avait pas de traces de pas. Il n'y a pas de traces de pas ni de traînées de sang. Rien ne témoigne des efforts désespérés du père pour réanimer son fils. La scène du crime semble figée dans le temps. Ces incohérences nous ont lancés sur une autre piste. David Camm est devenu un suspect. Les policiers examinent la vie de leurs collègues de plus près et découvrent une série d'adultères. Is it okay to call you Julie? Yeah, it's okay. Yeah. So tell me, how long have you known David Camm? I've known him for about 4 years. So where would you normally meet David? Usually once a week in his cruiser. C'était un bel homme, et il menait ce genre de vie. How come I don't see you more often? I don't know, officer. Who is it this time? Mais l'infidélité n'est pas une preuve tangible. Les enquêteurs espèrent que les autopsies des victimes orienteront Tracy Corey, la médecin conseil, vers un suspect. Le visage de Bradley présentait ce qu'on appelle un tatouage. Ce sont des particules de poudre brûlée qui ont marqué la peau en la blessant. Cela m'indiquait qu'il regardait le canon de l'arme quand l'assassin a fait feu. Malgré leur nature troublante, les blessures de Brad ne fournissent aucun indice. Si le meurtre de Kim est en fait une agression sexuelle qui a mal tourné, son autopsie pourrait révéler l'ADN de son agresseur. Mais les enquêteurs restent sur leur faim. Il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle sur la mère. Ce sont les résultats de l'autopsie de Jill, la fillette, qui causeront une surprise. Il y avait des contusions dans la région génitale. La guérison n'avait pas commencé, donc la blessure était survenue moins de 24 heures avant sa mort. On ne peut le prouver, mais la fillette a pu être agressée sexuellement. Qui aurait pu l'agresser dans ce cas? Les soupçons se portent sur David Camm. La vie de David n'avait rien d'un rêve, mais était-il un pervers? Thank you, little Miss Professional. What you got? I got the front. Enfin, un rapport médico-légal place David Camm dans son garage au moment du crime. He's lying. Yeah. Yeah, we'll bring him in. Les enquêteurs présentent à David Camm les preuves qui s'accumulent contre lui. David Camm a tenté d'expliquer aux enquêteurs comment il était monté dans le véhicule, avait transporté Brad et passé par-dessus les autres victimes en faisant attention pour ne pas contaminer la scène de crime. Ce sont les mots qu'il a utilisés. J'ai trouvé ça bizarre. Si c'était ma famille qui avait été là, je n'aurais jamais pensé à la scène de crime. Les enquêteurs l'ont interrogé sur ses aventures extra-conjugales et il a nié en bloc. Quand il apprend que sa fille a été agressée, sa réaction surprend les enquêteurs. We know the thing about Jill. We know the fact that she had been sexually molested. I don't know anything about that. So how could you know something about that? J'ai trouvé ça bizarre. Il n'était pas vraiment affecté. Si quelqu'un m'avait appris la même chose, j'aurais été très bouleversé.
J'aurais posé des questions. Finalement, les enquêteurs révèlent le contenu du rapport médico-légal incriminant. On my t-shirt? Yes. That's wrong. That's not right. There's blood on your shirt. Only way that comes on is from low back from a gunshot wound. They're minute particles that travel at extremely high speeds, and they come in contact with a surface and stick to it. What they told us was there's only one way you could have that. He said you had to be present whenever one of them were shot. Ils ont procédé à son arrestation. David leur a dit qu'ils se trompaient, qu'ils étaient dans l'erreur. Les policiers croient que leur ami et ex-collègue n'est pas la victime, mais l'auteur du crime sordide. Pour contrer les preuves incriminantes, David Camm engage un avocat réputé, Michael McDaniel. Après une poignée de main, on a commencé à discuter. Mon travail est de cerner les gens, de trouver le bon angle. Et il était très crédible. Il était très convaincant. Son angoisse était palpable. L'avocat travaille en collaboration avec sa femme. Je peux comprendre qu'on tue son conjoint. Je peux concevoir qu'on peut être assez fâché contre son conjoint pour le tuer. Mais les parents ne tuent pas leurs enfants, à moins d'être fous furieux. En janvier 2002, un peu plus d'un an après les meurtres, le procès de David Camm s'ouvre. Tous mes clients sont innocents. David était vraiment innocent, c'est ce qu'on sentait. Quand je préparais cette affaire, j'étais très confiant. Toutefois, l'accusation a monté un dossier étoffé décrivant un David Camm qui n'a plus rien à voir avec le mari et le père dévoué. Les femmes défilent et affirment avoir eu des relations sexuelles avec l'accusé ou avoir reçu ses avances. Well, once a week, David and I used to get together in his police cruiser. Finalement, le procureur présente ce qu'il croit être l'effroyable mobile des meurtres. La théorie de la poursuite présentait David comme un dépravé sexuel. Trauma to the genital area. Tout visait à montrer qu'il était probable, vu son comportement, qu'il ait agressé Jill. Tout dans la vie de David Camm allait à volo. Sa femme voulait le quitter, sa fille avait été agressée. Il aurait été ostracisé par sa famille et par ses collègues. Il était en train de tout perdre. L'accusation argumente que David Camm avait peur que sa femme fasse des révélations. Il l'aurait contrainte au silence, tout comme ses enfants. Le procureur prétend que l'accusé est arrivé chez lui vers 21h30 et qu'il aurait attendu sa famille pour la massacrer. Il aurait ensuite mis en scène une agression sexuelle qui aurait mal tourné. Il aurait sorti Brad du véhicule, comme s'il avait tenté de le réanimer. Finalement, il serait entré dans la maison pour appeler le 911. United States Police Radio, Patrice, can I help you?
Patrice, it's Dave Cam. Let me talk to Post Command right now. Okay, he's on another line. Yeah, let me talk to Post Command. Hold on. Pour clore l'accusation, le procureur sort son meilleur atout, le sang sur le T-shirt de David. Sur le devant du T-shirt, en bas, il y a 8 taches. Selon moi, ce sont des éclaboussures provenant de la blessure de Jill. Mais la défense présente un expert qui affirme que les composants du sang de Kim ont commencé à se dissocier avant l'arrivée des policiers. Ce processus prend quelques heures. Cette découverte décale l'heure du décès vers 19h30. Kim et les enfants auraient donc été tués un bon moment avant le retour de David. Il n'aurait pas eu le temps de quitter le gymnase, d'aller chez lui, tuer sa famille et de revenir jouer au basketball. La présence de David Cam à la partie est confirmée par 11 joueurs. Son alibi semble en béton. Et pourtant, David was with me and the other guys playing basketball like we do every week. Après 9 semaines de témoignages, le jury délibère 3 jours puis rend son verdict. David Cam, the jury finds you guilty as charged. Son T-shirt a constitué une preuve accablante. Il était présent quand sa famille a été assassinée. Peu importe le mobile, les preuves matérielles étaient incontestables. Et il a été reconnu coupable. Il est condamné à 195 ans de prison. Affaire classée. Puis, coup de théâtre. De nouvelles preuves pourraient disculper David Cam et entraîner la condamnation du véritable assassin. Après 3 années d'incarcération, la communauté de Georgetown reste divisée quant à la culpabilité de l'ex-policier David Cam. Les débats menacent l'harmonie de la petite ville. Imaginez perdre votre femme et vos 2 enfants dans un tel massacre. Et être celui qui les découvre. Ensuite, on vous emprisonne, alors que vous savez que vous êtes innocent. La prison n'est pas l'endroit idéal pour vivre un deuil de cette intensité. David Cam continue de clamer son innocence. Il engage une nouvelle avocate pour faire appel du verdict. L'un des obstacles les plus difficiles à surmonter pour la défense, c'est la puissance de la poursuite. Les gens refusent de croire que les policiers puissent se tromper. Ils ne veulent surtout pas croire que des policiers pourraient accuser à tort l'un des leurs, parce que cela remettrait en cause le système de justice pénale. Catherine Lyle soutient que les taches de sang sur le T-shirt de David Cam proviennent d'un transfert et non des éclaboussures d'une blessure d'arme à feu. Jill avait du sang dans les cheveux. En s'avançant pour prendre Brad, le T-shirt de David serait entré en contact avec les cheveux de sa fille. C'est ce qui aurait formé les 8 minuscules gouttes de sang qui l'ont incriminé. L'avocate découvre également que l'agression de Jill n'est qu'une théorie, pas une certitude. Il n'y a aucune preuve d'agression. La docteure Corey a toujours affirmé qu'elle ne pouvait pas déterminer avec certitude la cause de cette contusion. Après l'avoir rencontré plusieurs fois, je savais que David n'était pas coupable. C'était impossible.
Je le savais instinctivement. Et aussi parce que j'avais entendu son histoire et que je connaissais son alibi. L'avocate ne comprend pas pourquoi le jury n'a pas tenu compte du témoignage des 11 hommes qui disent avoir passé toute la soirée avec David. En analysant les documents de la cour, elle est déconcertée par la condamnation, jusqu'à ce qu'elle se rende compte à quel point le procureur a insisté sur les infidélités de l'accusé. Quel est le meilleur moyen pour occulter des preuves d'innocence? Par des conjectures, des insinuations et de la diffamation. Ils ont dépeint David Camm comme un coureur de jupons froid et calculateur. La tactique l'a diabolisé aux yeux du jury. Catherine Lyle fait appel, soutenant que les infidélités de David Camm n'ont aucun lien avec le crime. La Cour d'appel a déclaré que n'eût été la conduite blâmable de la poursuite, qui a présenté les infidélités alors qu'elles n'étaient pas pertinentes, il y aurait eu une possibilité que David Camm ne soit pas reconnu coupable. Le nouveau procureur du comté, Keith Henderson, doit décider s'il libérera David Camm ou s'il lui fera subir un second procès. Je devais examiner les éléments de preuve pour déterminer la solidité de l'accusation. On a toujours envisagé la possibilité qu'il soit innocent. Henderson fait appel à de nouveaux enquêteurs pour réexaminer tout ce qui touche les meurtres. Le vétéran Gary Gilbert fait partie de l'équipe. Une réunion a été organisée pour déterminer s'il y avait de nouvelles avenues à explorer. Il fallait passer à travers 30 boîtes de dossiers, de rapports, de plaidoyers, d'annexes et de photographies. L'une des premières étapes consistait à examiner les photos de la scène du crime. On a remarqué le chandail gris glissé sous Bradley. Le chandail se retrouve au labo où les spécialistes font une découverte stupéfiante. On a trouvé de l'ADN inconnu sur le chandail qui n'avait pas été identifié. C'est une excellente nouvelle pour la défense. C'était une preuve médico-légale que quelqu'un d'autre se trouvait sur les lieux du crime. Un autre indice intriguant est relevé. Sur le col, un nom était écrit « Backbone ». On compare le profil de l'ADN à ceux d'une base de données des criminels de l'État. Le résultat crée une commotion. Il correspondait à celui de Charles Darnell Boney. Criminel reconnu, Charles Boney s'est souvent attaqué à des femmes. Il a également une perversion connue pour leurs pieds et leurs chaussures. Il a agressé 5 femmes et les agressions étaient de plus en plus brutales. À certaines occasions, il portait un masque comme celui-ci. Évidemment, on a fait tout de suite le rapprochement avec les souliers de Kim qui avaient été placés sur le toit du Bronco, sans que personne ne comprenne pourquoi. Les enquêteurs apprennent que le suspect a un surnom. Son surnom était Backbone, comme sur le chandail. Les policiers retrouvent rapidement Charles Boney à Louisville, au Kentucky. Ils l'amènent à New Albany pour l'interroger. Okay, Charles. Explain this. Il confirme que le chandail gris lui appartient, ou plutôt lui appartenait. That's mine. Il l'aurait donné il y a bien longtemps. Il nous a dit qu'il l'avait donné à l'Armée du Salut. Boney maintient catégoriquement qu'il ne sait rien du crime. La présence de son chandail n'est qu'une coïncidence, rien de plus. Il n'y a pas assez de preuves pour arrêter le suspect. Mais avant son départ, l'enquêteur recueille un souvenir. L'empreinte de la paume de Charles Boney correspondait à celle prélevée sur le Bronco.
L'ADN de Bonnet, sa paume et son chandail confirment sa présence sur les lieux du crime. Pour Catherine Lyle, c'est la preuve qu'il a assassiné la famille de David Camm. Ses crimes étaient de plus en plus violents. On croit qu'il a vu Kim Camm et qu'il a été attiré par elle. Le jour des meurtres, une voiture ressemblant à celle de Charles Bonnet a été aperçue sur la rue Lockhart. L'avocate croit que Charles Bonnet a suivi Kim pendant plusieurs jours avant de concrétiser ses fantasmes morbides. On croit que Charles Bonnet était à l'affût. Il se serait aperçu alors qu'elle n'était pas seule. Furieux, il lui a logé une balle dans la tête. Après avoir tué Kim, l'accusé aurait déchaîné sa fureur sur la petite Jill, ce qui expliquerait les contusions. Avec le canon de son arme, il a frappé Jill entre les jambes pour la faire taire. Comme les enfants criaient toujours, Charles Bonnet les aurait fait taire pour l'éternité. Il fallait qu'il se débarrasse des enfants parce qu'ils avaient tout vu. C'est un prédateur sexuel obsédé par les jambes et les pieds des femmes. Il a placé les souliers sur le toit du Bronco, comme sur un piédestal. C'était son trophée. Il a laissé derrière lui son chandail, son ADN, son empreinte, mais surtout sa signature de prédateur. L'avocate croit que Charles Bonnet a été interrompu avant de pouvoir agresser Kim. Il aurait fui pour ne pas être découvert. On a prié et espéré pour que justice soit rendue. Pas seulement pour Dave, mais pour Kim, Bradley et Jill, ainsi que le reste de la famille qui était plongée dans le deuil depuis ce 28 septembre. Les enquêteurs appellent Charles Bonnet pour lui présenter les preuves irréfutables de son implication. Il a réfléchi à ce qu'il pouvait dire pour minimiser son implication. Sous la pression, Charles Bonnet concocte une histoire. Il a dit avoir rencontré David Camm dans un parc. Ils se sont vus une deuxième fois et David lui a demandé s'il pouvait lui procurer une arme non enregistrée. Maybe. What's that gonna cost? A few hundred. All right. Let's see what I can do. Charles Bonnet affirme s'être procuré l'arme et être allé chez David Camm pour compléter la transaction. Avant de remettre l'arme à David Camm, il l'avait enveloppée dans son chandail. Charles Bonnet aurait pris l'argent et serait retourné à sa voiture. Il aurait été sur le point de partir quand un véhicule est arrivé. Il dit avoir vu le Bronco arriver. Il a entendu une dispute, mais sans distinguer les mots. Puis il a entendu 3 coups de feu. C'est alors qu'il serait sorti de sa voiture pour aller voir ce qui se passait. Il a vu Kimberly effondrée sur le sol. Il s'est approché du Bronco. Il a regardé à l'intérieur du Bronco en appuyant sa main sur le montant. Il tentait d'expliquer la présence de son empreinte. Ensuite, Charles Bonnet affirme que David Camm a tenté de le tuer, mais que l'arme s'est enrayée. Camm serait alors entré dans la maison et Bonnet aurait pris la fuite. Il a trébuché sur les souliers et les a placés sur le toit du Bronco. Il a pris les souliers et les a placés sur la voiture. C'est cette partie de sa déclaration qu'il a trahi, parce que c'est un détail de l'enquête qui n'avait jamais été révélé. Quand j'ai entendu Charles Bonnet dire que David Camm venait d'essayer de le tuer, mais qu'il a pris le temps de ramasser les souliers pour les placer sur le toit du Bronco, pour moi, ça n'avait aucun sens.
Cette histoire voulant que David ait tenté de le tuer, mais que son arme s'est bloquée, est tout à fait ridicule. David Camm a fait partie d'une unité spéciale. C'était un tireur d'élite. Il aurait pu débloquer n'importe quelle arme en 2 secondes, les yeux bandés. Charles Bowney invente de nouvelles versions de son histoire, mais il est de moins en moins crédible. On l'accuse finalement des 3 meurtres. David Camm voit enfin la lumière au bout du tunnel. L'État a abandonné toutes les accusations contre David Camm sous toute réserve. Now a toast for justice. Joe, hold that for me. Thanks very much. Il est libéré, mais il n'aura pas le temps de célébrer. Il est arrêté de nouveau 60 minutes plus tard. Call my lawyer. Le procureur croit que les preuves confirment la présence de David Camm au moment des crimes et il l'accuse à nouveau. Bowney aurait été son complice. Aux 3 meurtres s'ajoutait une accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Les procès se déroulent dans 2 comtés à 160 km de distance. Les preuves contre Charles Bowney sont accablantes. Son procès ne dure que 7 jours. Il est reconnu coupable des meurtres et il écope d'une peine de 225 ans de prison. Que Charles Bowney est appuyé ou non sur la gâchette, il est coupable de meurtre. Que l'individu soit complice ou appuie lui-même sur la gâchette, selon les lois de notre État, cet individu est coupable de meurtre. David Camm se retrouve derrière les barreaux, mais son avocate croit pouvoir le faire sortir grâce à son alibi en béton. Le procureur savait qu'il avait un problème avec ses 11 témoins. Comment pouvait-il les ignorer? Au second procès de David Camm, l'enquêteur Gary Gilbert réexamine le témoignage des joueurs de basketball. Il se rend compte que l'alibi en béton a quelques failles. On a été en mesure de relever quelques incohérences dans leurs déclarations. Le bon sens nous dit que lorsqu'il y a 1 ou 2 joueurs sur le banc et que les autres sont sur le terrain, ils n'ont pas conscience de la présence de chacun constamment. Il était difficile de déterminer si autant de personnes avaient pu avoir l'œil sur David en tout temps. Pendant le contre-interrogatoire, ils ont admis qu'ils ne pouvaient jurer s'il s'était absenté ou non. No, I didn't have my eyes on him the whole time. Ces témoignages modifiés portent un coup dur à la défense. Mais il reste à savoir si David Camm a eu le temps d'aller chez lui pour assassiner toute sa famille. Pour le procureur, ça ne fait aucun doute. Il faut combien de temps pour tuer 3 personnes? Pop, pop, pop. Il ne s'agit pas de quelques minutes, mais de quelques secondes. Il a eu amplement le temps de le faire pendant la partie de basketball. Lorsqu'il était agent de la police d'État, David Camm a travaillé sur de nombreux crimes. Il savait que la partie de basketball constituait un alibi solide. Encore une fois, la controverse règne au procès de David Camm. Mais sera-t-il condamné à nouveau alors qu'un délinquant violent croupit déjà en prison pour le même crime brutal? Quatre ans se sont écoulés depuis le triple homicide, mais un sentiment de répulsion est encore palpable au tribunal. Pour le procureur Keith Henderson, le mobile de l'accusé a toujours été évident. Je crois que David Camm a agressé Jill, sa petite fille de 5 ans. Kimberly Camm l'a découvert
et a voulu le quitter. Selon moi, David Camm ne pouvait pas la laisser faire. Il n'aurait pas pu vivre avec la honte. Certains éléments du premier procès, comme les infidélités de David, ont été déclarés inadmissibles. Toutefois, le fondement de l'accusation n'a pas changé. Les éclaboussures de sang étaient un élément fondamental des preuves médico-légales. Sur le t-shirt que portait David Camm le soir où il a assassiné sa famille, il y avait des éclaboussures de sang projetées à grande vélocité. C'était la base de notre argumentation. Il était là quand la balle est partie. Peu importe qui a tiré, il était là quand on a assassiné cette petite fille. Le procureur de l'État veut convaincre le jury que David Camm et Charles Bonnet ont fait équipe pour perpétrer les meurtres. Un plan a été échafaudé par deux individus. Le plan consistait à tuer Kimberly Camm. Les témoins devaient être éliminés. Selon moi, le rôle de Charles Bonnet était de retenir la famille à leur retour de la piscine. Give it back, it's mine. Just give her back her bear, okay? That's enough. Don't move. Mommy? Honey, just sit still, okay? Just sit still. David Camm ne savait pas à quelle heure ils arriveraient exactement. Je crois que Charles Bonnet devait surveiller sa famille en attendant. David, careful, he's got a gun. Wait inside. I can't let you leave me. I can't let you expose me. I can't. David, not in front of the children. Je crois sincèrement que c'est David qui a tiré. Le procureur explique au jury que le rôle de Charles Bonnet était de faire disparaître les preuves incriminantes pendant que David retournait à sa partie de basketball. Mais le plan aurait changé. What are you, crazy? No loose ends. David Camm voulait tuer Bonnet pour dire qu'il était revenu chez lui et qu'il l'avait trouvé dans la maison. Bonnet venait d'assassiner sa famille, il s'était battu et David l'avait tué. Cela aurait fait de lui un héros. Keith Henderson croit qu'une partie de l'histoire de Charles Bonnet est véridique. C'est-à-dire qu'il aurait survécu parce que l'arme des meurtres, un Larson 380, fait souvent défaut. Les Larson sont de mauvaise qualité. Ils ont souvent des ratés. Quand le Larson s'est enrayé, David a eu besoin d'un autre moyen pour mettre les meurtres sur le dos de Bonnet. Il a alors pensé au chandail. Je crois que David Camm a mis délibérément le chandail à cet endroit. Il a laissé le chandail dans le garage pour que les soupçons pèsent sur Bonnet. Selon la défense, la nouvelle version du crime de l'accusation est tirée par les cheveux. Affirmer que David Camm a tout planifié, qu'il est allé à sa partie de basketball, qu'il s'est absenté du gymnase sans se faire remarquer, qu'il est allé chez lui, qu'il a rejoint Charles Bonnet, qu'il a tué sa famille puis qu'il est retourné jouer au basketball, c'est complètement farfelu. Pour la seconde fois, un jury se retire pour décider du sort de David Camm. 4 jours plus tard, il délibère encore. J'avais peur que le jury soit dans l'impasse. Je ne voulais pas y penser. Finalement, le jury rend sa décision. Tous les protagonistes se retrouvent au tribunal. Quand les jurés sont entrés un par un, je devinais qui était pour nous et qui était contre nous par leur langage corporel. J'ai compris que ça augurait mal. David Camm est reconnu coupable pour le meurtre de sa famille une autre fois. Il écope de la prison à vie. J'écoutais le juge, je regardais les jurés et j'ai tout de suite pensé à Kimberly, à Bradley et à Jill.
On avait enfin réussi à prouver que David Camm était responsable de ces crimes atroces. Catherine Lyle croit encore en l'innocence de David Camm et elle travaille à sa libération. Plusieurs éléments ont privé David Camm d'un procès équitable, dont l'argument fallacieux selon lequel il aurait agressé sa fille et qui aurait constitué le mobile des meurtres, ainsi que l'exclusion des preuves montrant son innocence et indiquant que Boney a agi seul. L'avocate souhaite que le dossier criminel de Charles Boney soit pris en compte dans le procès de son client. Tout particulièrement la nature de ses agressions violentes et son fétichisme du pied. On a tenté de faire valoir le passé de Boney en raison de son modus operandi distinctif. Le juge a refusé. Ils ont créé une tempête qui a engendré un procès injuste pour mon client. Pour l'équipe de la poursuite, même si l'affaire est classée, ils n'oublieront jamais l'horreur de ces crimes. Ce que je trouve le plus dur dans les enquêtes pour meurtre, c'est quand il s'agit d'enfants. Qui sait quel avenir ils auraient eu? Je fais ce métier depuis 33 ans et on devient moins sensible. Mais je n'oublierai jamais Jill Camm. Ni Bradley. Ni Kim, tant que je vivrai. Quand je pense à mes enfants et à mes petits-enfants, ils étaient innocents comme des anges. Ils ne méritaient pas ça. Ce n'était pas un crime ordinaire et il m'a hanté longtemps. J'ai été très soulagé quand ils ont reconnu David Camm coupable une seconde fois. C'est très gratifiant de savoir que justice a été rendue pour la mère et ses deux enfants.